Yeah man, special combination. Jocelyn Shella, original tune. Yeah man, respect all time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Bienvenue sur le plateau de Laisser parler les gens. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, pour ce nouveau rendez-vous spécial RDC. Nous allons donc ensemble analyser l'accord politique découlant de ce dialogue qui s'est achevé à Kinshasa le 18 octobre dernier. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir des acteurs majeurs de la vie politique qui ont la particularité d'évoluer aussi bien ici en Europe qu'au pays. Et donc, sans transition, je vous les présente. Floribert Anzoulouni est coordonnateur du Front citoyen 2016. J'ai également le grand plaisir d'accueillir le professeur Tarsis Loseke, qui est secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Et je reçois également Michel Moto, premier secrétaire fédéral adjoint, plutôt deuxième secrétaire fédéral adjoint de l'UNC Belgique, avec qui nous allons évidemment analyser le contenu de ce rapport. Et j'accueille également avec beaucoup de plaisir le docteur Jean-Jacques Mbungani, qui est le secrétaire national aux relations extérieures du MLC, le mouvement de libération du Congo. Donc avec nos quatre invités, on va essayer de revenir un peu sur, au fond, la genèse de ce dialogue et également les conséquences qui vont en découler. Je remercie également évidemment Jean-Jacques Ben à la régie ainsi que Martine Bofunda à la production. Floribert Anzoulouni, je me tourne vers vous. Vous avez été hostile dès le départ à ce dialogue. Pourtant, l'accord vient d'être signé entre les différentes parties. On rappelle l'opposition dite modérée, conduite par Vital Kamerhe, qui a donc signé cet accord. Alors, qu'est-ce qui vous inspire et surtout, qu'est-ce que le Front citoyen compte faire pour pouvoir se faire entendre ? Écoutez, pour être clair, si je peux me le permettre, cet accord accord entre guillemets, issu de ce que nous appelons le dialogue militaire du camp Tchatchi, est tout simplement pour nous un bout de chiffon qui n'engage que les signataires de cet accord. Et je vais m'expliquer très rapidement. Il est aujourd'hui clair que l'objectif ultime de cet accord était d'assassiner la Constitution, mais pire, de l'assassiner en donnant une prime à l'assassinat finalement, à l'assassin en chef qui a bloqué le processus, qui a empêché à ce que l'élection soit organisée dans les délais, le président Kabila, avec aujourd'hui en plus de ça quelques complices, parmi lesquels Monsieur Kodjo, qui, vous le verrez dans l'accord, garde une fonction permanente pendant toute la transition, et tous les autres membres de l'opposition. Donc très clairement, cet accord n'engage que ceux qui l'ont signé. Pourtant, vous étiez favorable au dialogue selon l'esprit de la résolution 2277. Nous n'avons jamais été favorables au dialogue de manière... Je parle du mouvement Filimbi avant tout. Au dialogue, ça c'est une première chose. Deuxième chose, nous n'avons jamais été favorables à un dialogue qui permettrait le maintien du président Kabila au-delà de son mandat. C'est ça. D'accord, donc vous maintenez cette exigence qu'il ne puisse pas conduire la transition. Je vais donc céder la parole à la défense, sans jeu de mots. Michel Moto, Vital Kamerhe donc a posé sa signature à cet accord. En tant que membre de l'UNC, votre sentiment d'abord ? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. L'accord qui vient d'être signé par la classe politique en République du Congo à Kinshasa est le fruit d'un consensus politique issu du dialogue national inclusif que nous avons eu sous l'égide de la résolution 2277 et avec l'accompagnement de nos partenaires extérieurs. Les sentiments, s'il faut le dire, c'est d'abord un sentiment de responsabilité. On prend conscience aussi que nous sommes arrivés à un stade où les Congolais sont capables de régler des problèmes autour d'une table. C'est ça d'abord le premier sentiment. Nous pourrons développer plus tard.
Alors, je vais céder la parole au professeur Tarsis Loseke. Je vais d'abord vous féliciter puisque vous avez été promu secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Donc, nous avons le privilège de vous accueillir pour l'une de vos premières interventions. Le rassemblement a rejeté, ce qui n'est pas une surprise d'ailleurs, le contenu de cet accord. Est-ce que vous pensez que le rassemblement aurait fait mieux que cette opposition à l'issue d'un dialogue qui aurait été, de votre point de vue, inclusif? D'abord, merci pour la parole. Je voudrais vous saluer vos auditeurs. J'aimerais leur dire que la voix qu'ils attendront aujourd'hui, ce n'est pas ma voix parce que je suis un peu grippé, mais j'ai fait un effort pour être là et répondre à votre invitation. Vous me posez la question sur un accord. Pour nous, cet accord n'existe pas, c'est un non-événement. Un non-événement, et là je parle au nom de l'UDPS. C'est un non-événement puisque c'est un forum qui a regroupé la famille politique de M. Kabila, donc la majorité présidentielle restructurée et élargie à la fausse opposition. Donc pour nous, il n'y a pas d'accord. Le vrai accord viendra lorsque le vrai dialogue se tiendra. Et nous estimons que ce qu'ils ont accouché... Il viendra quand ce dialogue que vous appelez de vos voeux, le vrai dialogue? Il viendra, comme l'autre qui a attendu des mois et des mois pour venir. Celui-là, il viendra par la pression populaire, puisque le peuple veut un dialogue pour régler les problèmes, la crise constitutionnelle que nous traversons à l'heure actuelle. Donc j'aimerais vous dire que ce qu'ils ont présenté comme accord, entre guillemets, c'est leur feuille de route. La feuille de route qui servira justement au dialogue, au vrai dialogue que nous attendons, qui sera conforme non seulement à la résolution 2277, mais à la volonté populaire que vous avez vu se manifester aujourd'hui avec la journée ville morte qui était... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je posais la question de savoir si vous aviez vu votre dialogue, est-ce que vous auriez pu obtenir mieux que ce qui a été obtenu dans cet accord? Non, nous, on ne peut pas tenir un dialogue de manière unilatérale. Nous devons tenir un dialogue avec la famille politique de M. Kabila. D'accord. Et nous mettre d'accord sur la suite des événements. On va rappeler que c'est M. Kabila qui est le problème et c'est lui qui nous amène à tout cela. On l'aura compris, on aura l'occasion d'approfondir. On rappelle quand même les grandes lignes de cet accord. On connaît plus ou moins le chronogramme électoral. Le 31 juillet 2017, c'est la fin des opérations d'enrôlement. Il est prévu ensuite la convocation du corps électoral avec évidemment les élections le 29 avril 2018. Ce seront donc des élections présidentielles couplées aux législatives et sénatoriales, pour autant que les fonds soient disponibles, et le 10 mai 2018, évidemment, la prestation de serment du nouveau président élu. Je me tourne vers vous, Jean-Jacques Mbungani, secrétaire national des relations extérieures du MLC. Avant de vous poser une question spécifique à cet accord politique, d'abord, on va peut-être parler de Jean-Pierre Bemba, le sénateur Jean-Pierre Bemba. Nous apprenons donc que la Cour pénale internationale a retenu donc la culpabilité pour les 5 co-accusés dans l'affaire de subornation de témoins. Je vais peut-être vous laisser vous exprimer sur ce sujet. Donnez-nous votre sentiment et surtout, pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe réellement, nous donner en fait les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup à votre organe de presse, Radio Mboté, pour l'occasion, parce que c'est important de mettre les acteurs politiques en ce moment où l'actualité nous concerne la majorité des Congolais, pour ce qui se passe au Congo. Avant de m'atteler à la question qui nous concerne tous, effectivement, Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés ont été reconnus coupables de l'affaire dite de subornation de témoins. Donc ça veut dire que la Cour retient le fait qu'un ou plusieurs membres aient suborné ou facilité le témoignage de quelques témoins. Mais il faut savoir qu'à ce jour, 4 des co-accusés sont sortis libres, alors que l'accusation demandait leur privation de liberté immédiate. Et d'autres procédures sont encore en vue, donc les audiences de fixation de peine et également les possibilités d'appel. L'espoir est permis pour les 5
co-accusés parce que... Ils vont aller en appel. Ils vont aller en appel, effectivement. Les avocats ont déjà jeté, en tout cas l'idée, lors des échanges publics aujourd'hui devant les juges. Nous attendons le chronogramme qui sera fixé par la Cour. Mais pour revenir à la question importante de l'heure qui concerne les plus de 70 millions des Congolais et ceux qui sont ici sur la table, nous, au MLC, nous décrions fortement cet accord, comme mes co-débatteurs viennent de le dire, en tout cas ceux qui représentent l'opposition. C'est incompréhensible. Je pense plus Vous étiez favorable, hein, il faut quand même le rappeler. Non. Autant l'UDPS que le Front Citoyen que le MLC, on a toujours été d'accord de dialoguer, parce que quand il s'agit d'un pays et qu'il y a des problèmes et que celui qui est à la base du problème s'appelle Joseph Kabila, il faut discuter, mais dans des conditions différentes que celles imposées par celui qui est la cause du problème. Nous étions d'accord avec la résolution 2277 parce qu'elle instituait la volonté du moins des acteurs politiques de discuter, mais nous nous étonnons que certains acteurs anciennement de l'opposition, je préfère le dire, aujourd'hui pensent que la résolution 2277 est au-dessus de la Constitution. C'est pas normal. Le Congo est régi par une Constitution et concernant le chef de l'État, ses différents mandats sont également régis par la Constitution. Nous pensons, même s'il y a accord, il eût fallu régler explicitement la question de Joseph Kabila, pour lequel nous considérons que son mandat tire à sa fin au lendemain du 19 décembre de cette année. Alors, cette question vous est posée collectivement. Est-ce que c'était une position tenable dès lors que rien n'a été entamé par le gouvernement actuel, pour ne pas dire sortant, pour préparer justement les conditions d'une élection apaisée dans les délais? À partir du moment où rien n'a été fait pour convoquer le corps électoral, pour faire en sorte que tout soit prêt à la date prévue, est-ce que pour le coup cela n'impliquait pas mécaniquement un glissement au niveau celui auquel nous connaissons aujourd'hui? Raison pour laquelle la majorité des acteurs de l'opposition ont appelé à la haute trahison, une mauvaise volonté de la part du gouvernant, une mauvaise volonté de la part. Mais une fois qu'on a fait le constat, constat, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Voilà. Est-ce que les amis me comprendront, mais on se plaint ou bien on prend une initiative? Je me tourne vers vous, mais attendez, Michel un Moto. dernier moment. Il eût fallu inclusivité, comme l'a dit Dr Goseke, il eût fallu une réelle inclusivité telle que réclamée par les animateurs internationaux, l'Union européenne, les Nations unies. Mais cette inclusivité n'a pas eu lieu. Cet accord ne concerne qu'une petite partie d'une pseudo-opposition et la famille politique de Kabila. Michel Moto, est-ce que l'accord, dans les conditions dans lesquelles il a été signé, est-ce que vous pensez qu'il aura facile à être mis en œuvre? Est-ce que vous vous attendez à des difficultés particulières ou au contraire, vous comptez sur la sagesse d'une certaine classe politique pour juger sur pièce? Merci beaucoup. L'accord tel qu'il est là, c'est, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est avant tout le fruit d'un consensus. Et donc, nous sommes conscients, et il faut partir d'abord du départ. Nous sommes arrivés au dialogue, pourquoi? Il y a eu dialogue parce qu'il y a une crise politique. Il y a eu dialogue parce qu'on n'a pas organisé les élections. Le pouvoir en place a échoué, le gouvernement a échoué, le gouvernement a fait preuve de mauvaise volonté pour organiser les élections. Nous tous ici, nous nous rappellerons tous les combats que nous avons menés pour arriver à obtenir les élections dans les délais. Nous avons été de ces combats-là. Nous sommes le parti qui a mené l'opposition depuis 2011 à ces jours. Nous n'avons pas quitté les fronts. Nous sommes restés debout à réclamer les bonnes élections. Nous avons été avec des amis pour combattre et nous opposer à la révision de la Constitution, protéger l'article 220, l'article 70. Et ensuite, nous avons milité pour qu'il n'y ait pas révision de la loi électorale permettant qu'il y ait recensement qui allait en fait créer un troisième mandat de fait. Et nous avons gagné cette bataille-là. Aujourd'hui, nous sommes allés au dialogue. Pourquoi? Nous sommes allés au dialogue parce que nous sommes arrivés à un moment où on nous a placés devant un fait accompli. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a rien qui a été fait au niveau du gouvernement. Et nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que nous faisons. Nous restons dans un coin à pleurnicher, à réclamer les élections dans les délais, en sachant que dans 2 mois, personne sur cette table ne peut garantir qu'il pourrait organiser des élections. Ou alors nous nous mettons ensemble et nous trouvons des solutions comme des acteurs politiques, comme des responsables. Et c'est ce que l'INC a fait. Nous avons accepté les dialogues. Et il faut préciser une chose.
Nous sommes les derniers partis à avoir accepté les dialogues. Tout le monde avait accepté les dialogues avant nous. Nous avions posé des conditions. À l'issue de la rencontre que nos amis ont organisée ici à Genval, il est arrivé, il y avait une série de résolutions, parmi lesquelles on devrait participer au dialogue suivant la résolution 2277. Et selon la feuille de route aussi. Et maintenant, nous avons dit, d'accord, nous allons participer. Mais malgré ça, il y avait encore des conditions. On a sorti une sorte de cahier des charges avec des préalables. Et certains préalables ont été rencontrés. Pas tous. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, allons-y, commençons avec ce qui est là. L'inclusivité dont on parle ici, il faut comprendre ce que ça veut dire. L'inclusivité n'est pas l'exclusivité. L'inclusivité ne veut pas dire tout le monde et il n'y a pas d'exclusion. Le dialogue tel qu'il s'est produit, personne ne peut dire qu'il a été exclu du dialogue. Il y a des formes représentatives qui n'ont pas été précisément représentées. Nous, de notre côté, vous vous rappellerez bien que le président Vital Kamerhe, lors de l'inauguration, de l'ouverture de ces travaux, avait encore lancé un appel aux amis, aux frères de l'opposition, de venir nous rejoindre pour qu'ensemble nous menions cette bataille. Il avait même demandé au président Etienne Tshisekedi qu'il pourrait lui laisser cette place de comodérateur pour diriger, pour mener cette bataille au nom de l'opposition. Donc nous avons fait ce que nous pouvions faire. Il faut savoir qu'en face, il y a un pouvoir qui n'était pas de bonne foi. Il faut le dire. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous comptons sur la bonne foi de ce pouvoir. En même temps, nous disons que ce pouvoir n'est pas de bonne foi. Je pense que là, il y a une contradiction. On aura l'occasion, je sais que vous allez réagir, Floribert Nzoluni. Je me tourne vers vous, Tarsis Loseke. Parmi les préalables qui avaient été posés par notamment le Rassemblement, il y avait évidemment la libération des prisonniers politiques, la fin du dédoublement des partis politiques. Vous avez également récusé le facilitateur Edem Kodjo. Vous maintenez évidemment cette position de principe, on l'a bien compris. Vous avez considéré tout à l'heure que cet accord n'était que la feuille de route de la majorité dite élargie. Alors très concrètement, comment on fait aujourd'hui pour convoquer un nouveau dialogue? Et surtout, avez-vous, vous, la certitude et la garantie que la communauté internationale est disposée à vous suivre sur ce terrain? Non, moi, je ne peux pas vous dire qu'on a la certitude, mais nous avons les soutiens populaires, les soutiens tels que la pression populaire est telle que ce dialogue est incontournable. Vous savez, mais concrètement, comment on l'organise? Comment est-ce qu'on l'organise concrètement? En dépit du fait qu'il y a une pression populaire, comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le convoque? Comment est-ce qu'on convainc toutes les parties de s'asseoir et de discuter, alors qu'il y a là un accord certes imparfait, mais qui a le mérite d'exister? Votre point de vue à ce sujet? Celui-là, c'est un chiffon de papier, comme a dit mon collègue de droite. Non, cet accord est inexistant, c'est quelque chose qui va disparaître, c'est un mort-né qui sera là pour peut-être faire rêver certaines personnes. Quant à l'organisation, il y aura un nouveau facilitateur. Lequel? Vous le connaissez déjà? Non, le processus est en cours. On essaie de comprendre en fait, comment est-ce que ça peut se matérialiser? Ça sera la même chose, mais avec un facilitateur qui n'est pas kabiliste. Okay. Un facilitateur qui a l'assentiment de deux parties. S'il arrivait que les autres récusent, ce qui ne sera pas le cas, parce que la pression est telle que ça ne sera pas possible, s'il arrivait qu'ils tentent de récuser le prochain facilitateur, eh bien, ça ne sera pas à leur intérêt. Donc, nous approcherons du 19 décembre. Vous avez évoqué le fait que vous n'aviez aucune certitude par rapport à la communauté internationale et son soutien, mais vous avez une certitude par rapport au fait qu'il y aurait... Je ne vous ai pas dit qu'il n'y a pas de certitude. Par rapport au la soutien. Communauté... Non. Nous comptons sur la pression populaire avant de compter sur la communauté internationale. Donc, le soutien populaire, il est là et nous en sommes certains. Les preuves sont là. Vous avez vu le 19 septembre, nous avons donné à M. Kabila son préavis. Et ensuite, aujourd'hui, il y a eu une journée ville morte qui a réussi. C'est une réussite totale. Ça montre qu'il y a une carte jaune. Oui, c'est une carte jaune qui a été lancée à l'endroit. On va revenir en tout cas sur les recettes que vous proposez. Floribert Nzoluni, je reviens vers vous. Vous m'aviez corrigé en disant que vous n'aviez jamais été favorable à un dialogue. Mais au fond, qu'est-ce que vous préconisez finalement pour sortir de cette crise? J'aimerais revenir d'abord, permettez-moi, corriger un petit peu un fait qui semble aujourd'hui accepté par tous. La résolution 2277
a été totalement violée à travers cet accord. Je tiens à préciser que cette résolution exige la convocation d'un dialogue qui va donner priorité à l'élection présidentielle et législative dans les délais constitutionnels. Je pense que nous faisons tous semblant de ne pas lire cette partie. Et en réalité, pourquoi nous disons qu'aujourd'hui... Donc vous dites, en fait, cette résolution est devenue obsolète, en fait, quasiment au moment où le dialogue a commencé. Il n'y a aucun dialogue aujourd'hui qui pourrait respecter cette résolution. Vous êtes d'accord avec ça? Quand les uns et les autres... Pourquoi vous allez vous appuyer seulement là-dessus? je suis d'accord avec ça, mais les raccords violent totalement la Constitution. Absolument. Alors, c'est un coup d'État constitutionnel. Quand les uns et les autres utilisent cette résolution, ils l'utilisent à tort. Deuxièmement, je reviens justement sur ce point et sur la sincérité des participants à ce dialogue. Dès le départ, il aurait alors fallu dire clairement à la population que nous sommes venus ici violer la Constitution et violer l'accord parce que, pour telle ou telle autre raison. Premièrement. Deuxièmement, le soubassement même de ce dialogue a été complètement élagué. Mais à partir du moment où les délais constitutionnels ont été dépassés, est-ce que ce n'est pas normal qu'il ait fallu s'adapter d'une certaine manière? Mais il faut le dire, premièrement. Deuxièmement, le soubassement de cette crise, finalement, ce n'est ni le processus électoral, ni le financement, ni les aspects techniques. La RDC est à sa 3e élection, s'il vous plaît. Le problème, c'est la volonté du président Kabila, la volonté d'un homme de se maintenir au pouvoir au-delà de son délai. Mais ce problème, lorsque vous regardez bien, a été élagué dès le départ par les représentants de cette dite opposition. Et c'est là que le problème se pose. Là, nous sommes au niveau du constat. Quelles sont les solutions que vous préconisez au Front citoyen pour sortir de cette crise? En tant que citoyen, pour nous, la solution est unique. Le président Kabila doit démissionner ou quitter le pouvoir d'ici le 19 décembre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je reviens au point du docteur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La population est là pour ça. Une fois qu'il quitte le pouvoir, nous disons il y a une constitution qui existe. Nous n'analysons pas les choses sur base des individus, mais sur base des institutions et de la constitution, des règles. La constitution est là, la vacance est gérée constitutionnellement. Elle doit être gérée constitutionnellement. À ce sujet, je vous reprends sans rentrer dans un débat de ce personnes. niveau-là. Prenons ce cas de figure précisément, et je parle sous le contrôle des différents intervenants. Docteur Mbongani, vous allez intervenir directement. La Constitution est appliquée à ce moment-là. On revient donc au schéma du président du Sénat, qui assume l'intérim pendant une période donnée. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des articles qui lui interdisent, pendant cette période intérimaire, de remanier le gouvernement et de procéder à des nominations dans la territoriale, au niveau de l'armée et au niveau de la magistrature. Cela revient à dire que nous aurions, pendant la période de transition, un président intérimaire, en l'occurrence celui du Sénat, qui devra préparer les élections avec le même gouvernement qui s'est employé à ne pas les organiser. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là, selon vous? Là, vous me demandez d'interpréter la Constitution. Je n'interprète rien du tout. La Constitution est très claire. Je vous dis simplement dans l'intérim, on ne remanie pas le gouvernement. C'est le même gouvernement qui continue. La Constitution est là. Encore une fois, moi, je vous parle en tant que citoyen. Je ne suis pas un acteur politique. La Constitution est là. Les élections doivent s'organiser. Lorsqu'il y a une vacance au sommet de l'État, y compris ce qui peut arriver d'ici le 19 décembre avec le président Kabila, il y a une constitution rigide. On a bien compris. Docteur Mbongani, votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Voilà, merci. En fait, en réalité, le nœud du problème qui concerne tous les Congolais, c'est le maintien, la volonté du maintien du chef de l'État à ses fonctions, au-delà du terme qui lui est attribué par la Constitution. Si Joseph Kabila, comme nous l'avions demandé dès le début, avait annoncé qu'il quitterait le pouvoir au lendemain du 19 décembre, je crois qu'il n'y aurait pas eu tout le grabuge. Est-ce qu'il a besoin de l'annoncer puisqu'il ne peut pas de toute façon? Mais non, écoutez, je crois que le passé nous enseigne suffisamment de sa volonté de se maintenir. Tous ceux, même de sa famille politique, qui l'ont conseillé à quitter le pouvoir, je crois qu'ils ont été défenestrés, ils ont dû quitter cette majorité. L'homme que nous suivons depuis une quinzaine d'années est un homme qui veut demeurer au pouvoir. Voilà pourquoi est-ce que toutes les actions Front citoyen, rassemblement, opposition sont menées pour faire la pression. Mais je vais compléter mon honoré confrère Dr Loseke. Ce qui va arriver, et déjà les prémices ont été abordées dans la déclaration de l'Union européenne, dans la déclaration des Nations unies à travers Thomas Perello, qui est l'envoyé spécial du président Barack Obama. Ils disent bien qu'il faut qu'il y ait la poursuite
de ce qui est commencé avec l'autre partie de l'opposition, qui est finalement la vraie, pour qu'on puisse élaguer tous les écueils, tous les différends. Aujourd'hui, ils nous ont emmenés volontairement à ce qu'on appelle aujourd'hui le glissement. Mais avant de parler d'intérêt de transition, la Constitution donne porte ouverte à l'intérim qui pourra être mené de 120 jours. Toutes ces voies n'ont pas été appliquées. Avec le même gouvernement. Pourquoi Non, parce que dans cette période-là, il n'est pas possible de remanier le gouvernement, en fait, puisque l'intérim concerne cette fameuse période qui permet de préparer les élections. Mais au-delà de l'intérim de 120 jours, on est face à une difficulté. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées, et toute la classe politique était d'accord, de discuter, mais avec un échéancier connu de tous, et surtout le départ de Joseph Kabila à la tête du pays au 19 décembre. Ce qui n'a pas été accordé, c'est pour ça que nous sommes totalement d'accord, en désaccord. Donc ça, c'est la position, c'est la position du MLC. On aura l'occasion d'écouter la position du PPRD avec notamment Félix Bokungu, qui est l'ancien secrétaire exécutif du PPRD pour la Belgique. On se retrouve dans quelques instants après la pause. Retour sur le plateau de Laisser parler les gens, consacré à la situation politique en RDC avec évidemment l'analyse de cet accord politique obtenu à l'issue du dialogue. Je reçois Félix Bokungu, ancien secrétaire exécutif du PPRD Benelux. Avec nous, nous allons aussi avoir son sentiment par rapport à cet accord. J'imagine que c'est un sentiment de satisfaction. Est-ce que pour vous, c'est l'aboutissement d'un processus ? Oui, je crois. Tout le monde est d'accord qu'il fallait avoir un dialogue. Quand je dis tout le monde, c'est aussi bien la communauté internationale que nos amis sur place au Congo. L'opportunité de ces dialogues faisait défaut. On sait qu'en coulisses, nos amis de l'UDPS ont tenté d'avoir leur dialogue avec la majorité. Moins un, ils avaient ces dialogues-là, sans peut-être UNC les autres. Et quand les autres viennent pour faire le dialogue, pour obtenir exactement les mêmes éléments, à quelques éléments près, on commence à fustiger ces dialogues. Moi, je n'arrive pas à comprendre la position des uns et des autres. Alors, il se murmure que lors des rencontres préliminaires, notamment à Ibiza et à Venise, il y aurait eu un préaccord pour une transition de 3 ans. Le fait que cette transition soit maintenant de un peu moins de 18 mois, ça ne vous convient toujours pas ? D'abord, il n'y a pas eu d'accord à Ibiza ou à Venise, et ça je vous assure avec certitude. D'accord. Mais je voudrais rebondir sur ce que mon voisin de droite vient de dire. Que nous n'étions pas demandeurs d'un pré-dialogue. C'est la pression est venue de la famille politique de M. Kabila pour qu'on se retrouve pour préparer le dialogue. Donc, comme tout le monde le sait, il n'y a pas de raison de refuser de se retrouver autour d'une table. Mais c'est fait que nous ne sommes pas mis d'accord sur le départ de M. Kabila qui devait... C'était ça votre préalable ? C'était votre préalable ? C'était son départ ? Au niveau des pré-dialogues, il était clairement indiqué que dans le vrai dialogue, nous allions demander le départ de M. Kabila absolument à la fin de son mandat, son dernier mandat. Donc les autres n'étaient pas d'accord, donc il n'y a pas eu d'accord. Donc vous parlez des spéculations, de choses qui n'existent pas. Ce sont des rumeurs comme les Quinois sont habitués à faire des rumeurs. Vous êtes conscient du fait que c'est une rumeur qui a quand même prospéré et qui a quand même rendu sceptique plus d'une personne. Mais vous savez, c'est ça les rumeurs. D'accord. Les rumeurs ne sont qu'amplifiées par ceux qui les reçoivent. Alors Michel Moto... je n'ai pas terminé, parce qu'il faudrait préciser certaines choses. Par rapport au fameux accord, je vous ai dit que c'est un coup d'État institutionnel ou constitutionnel planifié par M. Kabila et qu'il a tout fait pour recruter certaines personnes, certains membres de l'opposition pour cautionner ce coup d'État qu'il est en train de préparer. Nous y sommes déjà, mais pour éviter que la situation s'empire, nous sommes toujours avec la pression populaire en train de demander qui est le vrai dialogue dans les prochains jours. Et si le dialogue ne se tient pas,
mais nous allons en remettre au peuple, au peuple avec l'article 64. Vous aviez effectivement évoqué cette position. On y reviendra d'ailleurs. Michel Moto, est-ce que les arguments de l'UDPS et du Rassemblement plus globalement vous convainquent? Est-ce que vous restez favorable au fait que, et c'est prévu d'ailleurs dans l'accord, que ceux qui souhaiteraient adhérer au point de ce dialogue, en tout cas à l'esprit de ce dialogue, peuvent le faire encore s'il n'est pas trop tard? Comment comptez-vous concrètement le faire pour les convaincre? Bon, ce qui est sûr, c'est que l'accord est ouvert, comme l'a bien déclaré le facilitateur. Seulement, nous n'avons pas vraiment à tourner autour du pot. Ici, je voudrais d'abord préciser, parce que j'ai rebondi sur le terme que je viens d'entendre, un coup d'État. Lorsque vous proposez un régime spécial, un régime qui va mettre hors fonctionnement toutes les institutions, gouvernements provinciaux, parlement, Sénat, c'est ça un coup d'État constitutionnel. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, nous venons de sauver la Constitution. Je peux prendre ici la déclaration de ce matin un regroupement de partis appelé les G7, qui a déclaré qu'il reconnaît que dans cet accord, on vient de sauver l'article 220. Cet accord qui est là vient de mettre un terme à toute idée de modification de la Constitution, à toute idée d'une nouvelle Constitution et même au référendum. C'est écrit dans l'accord signé. Et le G7, je pense qu'il fait partie du Rassemblement. Et donc, voilà déjà un point de départ sur lequel je crois que, avec les autres amis du Rassemblement et des autres forces... Pensez que le G7 pourrait vous rejoindre prochainement ou pas? Nous les souhaitons, bien sûr, qu'il s'agisse du G7 ou du Rassemblement ou des partis pris individuellement. Oui, c'est le but. Il faut que les gens comprennent qu'ici, nous nous battons pour le Congo. Il ne s'agit pas d'une affaire d'ego des personnes. Il ne s'agit pas de voir les positionnements de tel ou tel leader. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une situation où il faut trouver une solution. Quand vous avez posé la question, qu'est-ce que les gens proposent? Autour de la table, je n'ai pas entendu des propositions. On revient toujours dans les critiques, on revient toujours à dire ce qu'on aurait pu, ce qu'on aurait dit. Mais dites-nous ce qu'on doit faire. L'INC, à travers son président national, a pris les risques politiques d'assumer cette situation en allant droit au but. Nous avons dit, il y a un problème, nous devons le résoudre. Nous sommes allés dire au régime en place, au pouvoir en place, qu'il a manqué à ses obligations d'organiser des bonnes élections. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons faire les élections dans un délai les plus courts. Tout à fait. Mais en même temps, quand on lit l'accord dans le détail, on voit par exemple que la CENI ne sera pas restructurée comme cela avait été demandé. La CENI ne sera que réaménagée. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, il y a certaines zones d'ombre qui persistent. Est-ce que vous êtes en capacité de nous rassurer aujourd'hui que cet accord aura force de loi et sera opposable à tous, en ce compris ceux qui feront le pari de le rejoindre? Oui, voilà, il y a eu quelques mesures, justement, des mesures d'accompagnement, des mesures de sécurisation, on va dire, de l'accord. La première mesure, c'est d'abord l'opposition prend la primature pour s'assurer de l'organisation effective des élections. Elle aura les mains libres? Elle aura les mains libres parce qu'il faut partir du principe que c'est un accord, c'est-à-dire que nous sommes mis d'accord avec l'autre partie et nous devons l'appliquer. Il y a aussi un comité de suivi, un comité de pilotage qui est mis en place, composé des Congolais et aussi de nos partenaires extérieurs qui nous accompagnent. Maintenant, si il arrive qu'une des parties ne respecte pas l'accord, ça serait comme à l'époque de 1+4, nous avions les SIAT. Et les SIAT étaient là pour nous rappeler et ce qui a fait que le pouvoir pouvait arrêter le pouvoir. À ce niveau-ci, il y a quand même une différence qu'il faut relever, c'est que contrairement aux SIAT, la communauté internationale ne sera pas représentée dans ce comité de suivi du dialogue. Si, effectivement, il y a la communauté. Qu'est-ce que vous attendez par la communauté internationale? Vous voulez parler des Occidentaux? Ici, il y a... L'Union africaine, c'est la communauté internationale. Non, ici, il y a en fait... L'Union européenne, c'est la présente. De soutien, mais en tout cas, elle n'aura pas la marge de manœuvre qu'avait le SIAT en son temps. Mais on aura l'occasion d'y revenir, Jean-Jacques Mbongani. Avant de vous laisser répondre, une petite question. Lorsque le Rassemblement a organisé le conclave le 4 octobre dernier, je pense, nous avons été frappés par l'absence du MLC. Êtes-vous en capacité de nous dire aujourd'hui que le MLC fait bien partie du Rassemblement?
Non, pas du tout. Le MLC n'est pas partie prenante au rassemblement, mais le MLC est dans l'opposition. Nous sommes en accord. Il faut que je termine. Nous sommes en situez. accord. Nous sommes en accord avec tous les partis politiques de l'opposition, en ce y compris l'UDPS et le rassemblement, dans ce qu'on appelle les actions communes de l'opposition. Il ne faut pas forcément faire partir du rassemblement. Ça vous fragilise pas pour autant? Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, on garde notre identité, mais nous sommes aujourd'hui, on a fait appel aussi également à la ville morte, et nous sommes contents que la ville morte appelée par le rassemblement ait réussi, comme autant pour le 19 du mois prochain et le 19 décembre. Face à ce qui se passe dans notre pays, comme l'a dit le représentant de l'UDPS, ben nous ferons actionner l'article 64. Donc, il n'y a pas de problème. En dehors de cet article-là, il n'y a pas de proposition concrète. Non. D'abord, nous sommes, comme les amis du Rassemblement ont demandé, le vrai dialogue. Le président Jean-Pierre Bemba, dans une lettre publique connue de tous, a appelé à un dialogue sincère. Parce que nous considérons que ceux qui sont allés au Kanchachi discuter, à l'issue de laquelle un accord a été conclu hier, cet accord, pour nous, est fragile. D'ailleurs, il est fragile, mais vous ne le rejetez pas. Fragile. Donc, non, je pose la question. Ben, peut-être naïvement. Vous ne le rejetez pas comme le rassemblement. Vous dites qu'il est fragile. Mais non, nous ne considérons pas, quand je dis fragile, cette fragilité peut nous pousser à le rejeter. Il n'y a rien dans cet accord qui a un point éventuellement qui pourrait faire consensus, par exemple. Analysons l'accord dans sa globalité. Je suis étonné de l'amnésie qui frappe certains membres de l'opposition qui aujourd'hui pensent que Joseph Kabila est un homme qui respecte ce qu'il dit ou ce qu'il promet. Donc, le passé nous l'enseigne suffisamment. N'hésitez pas à réagir. Hein. Le passé nous l'enseigne suffisamment. Et moi, je prends mot pour mot mon collègue de l'UNC, qu'ils auront les mains liées pour agir efficacement avec Joseph Kabila. Mais je ne pense même pas qu'ils y arriveront. Et parce pour que le vrai dialogue que vous demandez, là, il aura la capacité de respecter sa parole. Le vrai dialogue. Comme c'est vous, il doit respecter sa parole. Comme c'est nous, il le pourra vrai pas dialogue respecter. ou le dialogue sincère sera inclusif, c'est-à-dire considérera. Non, avec vous avez parlé de sa capacité à respecter sa parole. Donc, avec vous, il va respecter sa parole. Non. Kabila, ok. Et pourquoi vous demandez encore un dialogue si vous savez qu'il ne respecte jamais sa parole? Non, allez. Soyons sérieux. On va laisser je voudrais dire... Je vais répondre. Je vais laisser mon co-débatteur reprendre. Quand on dit vrai dialogue, c'est-à-dire on parle d'inclusivité et que toute la feuille de c'est route au niveau de la crédibilité de Kabila. Michel Moto, on va laisser Jean-Marc Mougani terminer. Ok, donc... Oui, d'accord. Donc, nous sommes pour un dialogue sincère, pour lequel la feuille de route de chaque parti soit réellement prise en compte et surtout qui met hors de course Joseph Kabila. Mais nous ne l'avons pas retrouvé. Donc on l'aura bien compris. accord. Donc pas question de Kabila après le 19 décembre. Bon. Philippe Okungu, avant de vous laisser réagir, que répondez-vous à ceux qui considèrent que la présence de Joseph Kabila après le 19 décembre est une trahison? Permettez-moi un peu de survoler quelques sujets. Allez-y, je vous en prie. Je n'étais pas là. Concernant par exemple la ville morte, il faut que tout le monde sache que quand elle est réussie, c'est pas parce qu'on suit le consigne du rassemblement, c'est simplement par peur et par paralysie. Les premières villes mortes qui ont été lancées là, je ne suis pas d'accord avec vous. On va laisser répondre. Professeur Le Ségué, on va laisser répondre. Ma professeure qui est du PPRD n'a pas été au travail. Okay. Voilà, c'est pas parce qu'il a suivi le consigne de Tshisekedi. Le fait est que... Mais la majorité suit... Laissez-moi parler. Non, pas la majorité. Le fait est que les premières villes mortes qui ont été lancées il y a quelques temps se sont soldées par des casses de voitures. Les 216 qui sont sortis le matin ont été brûlés ou quoi. Et depuis, personne n'ose, quand il y a ville morte, faire le premier pas. Donc, tout le monde reste à la maison, non pas par respect. Non pas par respect, parce qu'on suit ce que tu dis, mais parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de transport, il n'y aura rien, les magasins sont fermés, on va casser. Plus grave, même les écoles avant, quand on déposait les enfants à l'école, il y a encore des bateaux qui venaient, des Koulouna qui venaient sortir les enfants de force. À partir de là, personne n'ose envoyer son enfant à l'école quand il y a ville morte. Au niveau des villes mortes, le respect ne veut pas dire le peuple suit, le peuple a dit. Puisque quand quelque chose arrive, c'est toujours le peuple a dit.
On est dans un stade de football qui compte 80 000 personnes. Il y a 10 000 personnes qui chantent Kabila X. 70 000 ne suivent pas. On va dire le peuple a dit Kabila X. Alors, le peuple a dit. Ça, c'est votre interprétation à vous. Laissez-moi suivre. Laissez-moi continuer. Allez-y. Voilà, il y a des sujets comme ça que j'ai... C'est pas ça le débat. Alors, il vous a posé la question de savoir qu'est-ce qui arrive après quand Kabila part. Il y a à supposer que déjà on a mal défini la vacance présidentielle. Hein? Quand Kabila part, c'est pas une vacance. La vacance, ça vaut quand il y a maladie. C'est pas à moi qu'on a posé la question. Mais quand il part et quelqu'un reprend la présidentielle, qu'est-ce qui arrive? Personne n'a su répondre. Quelqu'un aura 3 mois pour organiser les élections. Dites-moi si toute chose égale, au maximum 120 jours. Si toute chose Au maximum égale. 3 mois, c'est 90 jours. C'est au maximum 120 jours. La Constitution est claire à ce sujet. 120 jours. Je vais même donner un mois de plus. Non, c'est pas à vous de donner, c'est la Constitution. Alors, dites-moi, 90 jours ou 120 jours. Le qu'est-ce problème va que rester quelqu'un peut entier. faire avec Alors, une CENI qui n'existe pas, l'enrôlement qui n'a pas été fait pour que lui respecte dans le 4 mois organiser les élections. Non, attendez, monsieur Bokongo, je vais vous aider. Vous pensez que de 2011, s'il vous plaît. Je pose juste la question. Maintenant, vous n'êtes pas arrivé à organiser correctement les élections. Ça, c'est un autre débat. Et vous alléguez qu'en 18 mois, vous pourriez faire quelque chose. On va se calmer. Mais non, mais soyez correct. Dois-je vous rappeler? On va reprendre nos esprits. On va vous laisser répondre simplement. Mais j'ai juste une question pour vous. Malheureusement que vous avez récusé avait déjà sorti un calendrier électoral. Félix Bokongo, une question. Dois-je rappeler ça? Une question très simple en rapport avec l'accord. Que Nanga, que vous récusez, avait déjà sorti un calendrier complet. Félix Bokongo, je reviens au débat. Les gens oublient vite. Mais alors, par rapport Jean-Jacques Boungani, par rapport à l'accord qui a été signé, je reviens à la question qui a été posée tout à l'heure. Vous avez signé cet accord avec l'UNC et une partie de l'opposition. Pouvez-vous nous donner des garanties en tant que membre du PPRD que le Premier ministre issu de l'opposition aura les mains libres pour travailler? Moi, ce qui m'importe, c'est qu'enfin, on a des gens de l'opposition qui viennent pour trouver une solution. Le débat quant à savoir qui a fait, qui n'a pas fait, ça c'est passé. On est dans un cas de figure, maintenant il faut qu'on évolue. Moi, je peux caricaturer les choses. Il y a des gens qui sont restés comme ça et disent, on vous attend le 19 décembre, on verra. Ils ne font rien. Ils disent le 19 décembre, on dira. Et après, on se rend compte que non, il faut quand même faire quelque chose. Je félicite M. Vital Kamerhe pour ce qu'il a fait, parce qu'eux, ils voulaient faire ça par rapport à leurs intérêts, par rapport à la coalition avec Moïse. Et Vital Kamerhe a fait quelque chose qui va peut-être... Alors, avant de vous laisser répondre très brièvement, vous avez été quand même assez long. On va laisser au professeur le soin de vous répondre d'abord, avant de laisser réagir Jean-Jacques Boungani. Okay. Allez-y, Je vais réagir sur 3 points. Le premier, celui... Je vais dire d'abord à M. Michel, qu'on peut vous, si la régie le permet, vous faire réécouter les déclarations de l'UNC depuis peut-être 2-3 ans. Vous allez voir que vous avez fait ce qu'on appelle le rétro-pédalage. On fait la même chose avec les déclarations de Félix Tshisekedi. On peut faire même des vidéos. Ok. On peut faire la même chose pour rentrer sur ce terrain-là. On va laisser le professeur Le Séqué terminer son propos. Vous avez parlé d'un régime spécial, mais ça sera la solution. Lorsqu'on arrivera le 19 décembre, c'est le 19 décembre, mais toutes les institutions seront illégitimes et illégales. Non. En commençant par M. Kabila. Non, pas toutes. Non, vous voulez faire allusion à l'Assemblée nationale et tout ça, mais dont le mandat court jusqu'en février 2017. Attendez, c'est pas tout. Juridiquement, l'Assemblée ne peut pas exister si la tête n'est pas là. En fait, il y a eu un décalage à un moment donné de ces élections, mais c'est un décalage qu'il faut corriger à un moment donné. Donc, nous serons dans une situation atypique et spéciale qui impliquera une solution spéciale et même extra-constitutionnelle. C'est comme ça que nous avons dit que la seule solution, c'est la solution qui fait recours à l'article 64. Pourquoi l'article 64 ? Il y a 2 alinéas. Le premier permet ou donne injonction au peuple de faire échec
à ce que M. Kabila est en train de faire. Et le deuxième alinéa évite un coup d'État ou la prise du pouvoir par la force. Donc, quand vous faites la conjugaison de ces deux alinéas, vous verrez que la seule solution, c'est un régime spécial qui doit sortir d'un accord consensuel. C'est comme ça que nous disons qu'il faudrait un dialogue, le vrai dialogue inclusif. Mais pourquoi n'êtes pas venu alors dans ce dialogue pour pouvoir Le dialogue en de M. parler. Kabila avait comme objectif de violer la Constitution. Délibérément. Et nous y sommes. Et ils ont utilisé des méthodes qui ne sont pas tout à fait catholiques, c'est-à-dire le débauchage de l'opposition par ceux qui ont accepté. Ce qui n'est pas nouveau en soi. Docteur Mbongani, je vous en prie. Non, voilà. Donc, moi, je m'étonne quand des acteurs politiques, surtout de la famille politique du chef de l'État, viennent dans un débat avec des arguments faibles. Je commencerai simplement à rappeler à M. Bokongo qui dit que Malu Malu avait un calendrier, que l'actuel président de la CENI a également produit un calendrier pour aller aux élections, monsieur. Au-delà du calendrier, il faut un fichier électoral fiabilisé ou correct pour aller à des élections dont les résultats seront opposables à tous. Ce que nous n'avions pas. Ce que l'accord prévoit. Je suis simplement avant l'accord. Non, j'entends bien, mais l'accord prévoit. Malu Malu est décédé, il n'y avait pas d'accord. Aujourd'hui, on a un représentant du PPRD qui parle du calendrier que Malu Malu a présenté. Je reviens simplement à sa bonne mémoire pour rappeler que Corneille Nangaa, lors d'une déclaration publique à Kinshasa, a bien dit qu'on était face à deux choix. Ou bien organiser les élections dans les délais, en se basant sur l'ancien fichier de 2011 corrompu, mais ça avec les conséquences qu'on peut s'attendre, ou refaire la refonte du fichier ou fiabiliser le fichier. Donc, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas dans l'actualité, dans la vérité. Quand vous dites qu'au 19 décembre, vous n'avez rien fait, mais monsieur, c'est à vous, c'était à la majorité, au gouvernement de donner les moyens nécessaires à la CENI pour que le scrutin soit organisé. C'est à la CENI de donner des solutions pour que c'est pas à l'opposition de venir organiser les élections à votre place. Ce débat n'a pas été clôturé précisément par l'accord qui a été je réponds simplement la jeunesse, en fait. à des graves ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, je réponds simplement à des graves inepties qui viennent d'être publiquement débité sur ce studio. Je vais répondre. Très brièvement, on va laisser Michel Moto réagir parce que j'aimerais avoir la dernière réaction de Floribert Anzoloni pour la société civile. Je vais répondre, parce que malheureusement, l'opposition croit toujours qu'elle est plus intelligente que la majorité. Et même dans un débat, on ne s'élève pas pour... allez, bon, on va limiter ça, quoi. Quand j'ai dit c'était en 2014, qu'il y a eu calendrier complet sorti par Malu Malu. Ça voudrait dire qu'après, parce que le président avait par la suite créé l'ONIP, qui est passé, moi j'étais encore conseiller du vice-ministre aux Affaires étrangères. Nous sommes passés au Parlement, l'ONIP était là pour demander l'autorisation de commencer les travaux de recensement. C'est l'opposition qui a dit que non, vous voulez prendre 3 ans, 4 ans, on ne veut plus de ça. L'ONIP a dit le même travail que Nangaa fait maintenant. Juste ne fût-ce que ça, le fichier électoral à rendre plus propre. L'ONIP a dit on fait d'abord ça. On a déjà un fichier qui existe, je vais faire ça. Exactement, il demande 16 mois pour faire ça. L'ONIP en 2004 allait faire, on va dire peut-être 16 mois aussi. Ça veut dire que déjà en 2015, on pouvait avoir des élections, 2016, on pouvait avoir des élections. Alors, le sujet, quand j'ai dit qu'il y avait un calendrier complet, ça ne voulait pas dire qu'après le calendrier, le sujet est très vaste. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Pourriez-vous nous expliquer la mise en place effective de l'ONIP? Non, on va pas refaire l'histoire, en fait. Écoutez, on aura l'occasion de revenir sur cette question. Ils sont passés au Parlement. Ça mérite à lui seul un sujet, un débat, une émission. Voilà. Votre réaction, Michel Moto, car j'aimerais bien avoir la dernière réaction de Floribert Anzoloni. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Ça serait peut-être le mot de la fin de ma part. Ce qu'il y a, c'est que l'INC s'est engagé sur la voie du dialogue parce qu'il a fallu trouver une solution. Nous sommes tous au niveau de l'opposition et je ne pense pas que mon frère ici à côté pourra me contredire. Nous sommes tous pour l'alternance. Mais seulement, là où nous nous sommes séparés, c'est au niveau des méthodes. Les uns ont voulu obtenir l'alternance par la voie du chaos
Et nous avons voulu obtenir l'alternance par les dialogues. Aujourd'hui, nous avons un accord politique qui protège la Constitution. Il n'y aura pas de troisième mandat pour M. Kabila. Je peux dire en quelques mots que nous, à l'UDPS, nous ne reconnaissons pas cet accord. Il est inexistant. Pour la simple raison, c'est que cet accord viole triplement la Constitution. Il y a au moins 3 articles de la Constitution qui ont été violés. Ensuite, cet accord ne prévoit nullement le sort de M. Kabila après le 19 décembre 2016. Alors que c'est M. Kabila qui nous a mis dans cette situation. Aussi, le peuple congolais a démontré à plusieurs occasions qu'il ne veut plus de M. Kabila à la tête de ce pays. Donc, pour toutes ces raisons, nous demandons, première chose, qui est le vrai dialogue, comme la communauté internationale le réclame aussi. Nous voulons le vrai dialogue inclusif avec, d'une part, la famille politique de M. Kabila, qui a déjà maintenant sa feuille de route, puisque cette feuille n'existait pas encore. Et ensuite, notre feuille de route issue du conclave. C'est le vrai dialogue. Et enfin, c'est le plus important, M. Kabila, s'il fait de la résistance, il fait la résistance après le 19 décembre, c'est le peuple qui s'occupera de son sort. Message reçu 5 sur 5. Floribert Anzoloni, vous avez la responsabilité de conclure. J'aimerais quand même rappeler aux uns et aux autres que le président Kabila, pour se maintenir au pouvoir, a tué, excusez-moi, des dizaines de compatriotes congolais en janvier 2015 et récemment les 19 et 20 septembre dernier. C'est un massacre qui était pratiquement public et en plein jour. Donc j'aimerais à un moment donné que les amis, les compatriotes qui ont signé cet accord avec Kabila nous disent comment ils vont faire pour convaincre une personne qui, il y a quelques semaines, pendant ce même dialogue, a fait tuer des dizaines de Congolais. C'est documenté, ça je peux vous l'assurer, vraiment documenté. Comment faire pour convaincre cette personne qui a refusé de partir et a été prêt à faire tuer, de convaincre de respecter un accord, s'il vous plaît, qui n'a aucune contrainte dans un délai de 16 mois. D'accord, c'est la position, donc c'est la position du Front citoyen. Je vous permets donc de terminer, Feli Bokungu, ce sera le dernier mot très brièvement, s'il vous plaît. Oui, je voudrais, peut-être n'aura pas l'occasion de me répondre. Déjà, quand toutes les semaines, il y a des policiers qui tuent des Noirs aux États-Unis, on ne dit pas qu'Obama tue. Okay? Quand il y a une bavure policière au Congo, on chute toujours sur Kabila. Mais ça, on est habitué. Moi, je voulais que mon ami... Bavure policière n'est pas préparée. S'il vous plaît, très brièvement, on interrompt. S'il vous plaît, on va pas refaire le débat. L'émission est terminée. Très brièvement, pour terminer, s'il vous plaît. Les amis veulent un dialogue qui sera convoqué par la communauté internationale. On dit qu'Kodjo était kabiliste. C'est un syllogisme purement basique. Kodjo est kabiliste. Or là, quand ils ont récusé Kodjo, cette communauté internationale, l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, ont dit on continue avec Kodjo. Kodjo est kabiliste. Or l'Union européenne, la communauté internationale soutient Kodjo. Basiquement, on va dire, c'est que la communauté internationale est kabiliste. Je veux savoir quel dialogue c'est une réponse que vous obtiendrez malheureusement pour une autre émission. Merci infiniment à nos 5 invités, Michel Moto, Dr Jean-Jacques Mbongani, Floribert Anzoloni, Feli Bokungu et le professeur Tarsis Loseke pour cet éclairage sur l'accord politique découlant du dialogue. On se retrouve prochainement pour un nouveau rendez-vous de Laisser parler les gens. À la prochaine. Hey yo! Yeah man, special combination. Jocelyn Sheila, original tune. Yeah man.